Donc j'ai voulu commencer en fait par une citation de Karl Polanyi et qui dit justement notre thèse est que l'idée du marché s'ajustant lui-même était purement utopique. Une telle institution ne pouvait exister de façon suivie sans anéantir la substance humaine et naturelle de la société, sans détruire l'homme et sans transformer son milieu en un désert. Donc vous voyez, l'idée c'est déjà d'emblée de vous mettre au parfum et un peu de ce que va être cette discussion initiale. Je pense que une des raisons pour lesquelles on réfléchit à cette crise comme déjà dans une dimension cyclique, hein, et d'une part l'empirie elle-même, nous avons déjà vu d'autres crises avoir lieu par le passé, hein, nous avons déjà vu des choses similaires dans d'autres contextes géographiques, hein, dans d'autres dimensions également, plus sectorielles, avoir lieu. Et je pense que ce qui est intéressant de toute cette réflexion que nous pouvons apporter aujourd'hui à l'impact de cette crise et pourquoi on parle de capitalisme en crise. Vous avez entendu ou lu certainement, en fait, si vous aimez la presse, je pense qu'il y a de temps à autre des papiers qui sortent comme ça. Bon, dans le monde académique, on essaye de ne pas réfléchir tellement dans ces termes de crise, parce que les crises, on a tendance à comprendre, ce sont des crises parce que les gens regardent juste un petit aspect. Des fois, ces crises sont finalement des processus d'ajustement beaucoup plus larges et plus étendus dans le temps. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de réfléchir à comment on est venu à mettre en place des marchés finalement dans lesquels l'État avait une régulation très minorée, très réduite en fait. Et je pense que c'est essentiel que vous réfléchissiez en termes d'idées. Hein. Les idées ont une énorme importance en fait dans tout ce qui est l'élaboration de politiques publiques et justement de programmes de réforme et ajustement économique. Et une des spécificités du monde dans lequel on habite, c'est que les États procèdent à des choix. Ce sont des choix publics, des choix qui souvent aboutissent à des phénomènes beaucoup plus importants et plus globaux. Mais il ne faut jamais oublier que ce sont avant toute chose, et surtout dans les années qui nous concernent, en fait, des années 70, 80, 90, là où ces choses se sont mises en place, ce sont les États justement qui ont décidé de réduire la présence de l'État en fait, dans la conduction des affaires économiques, hein, réduire justement cette présence de la coordination publique et permettre justement aux forces vives du marché de pouvoir s'exprimer en toute tranquillité, sans la moindre distorsion. Hein. On parle beaucoup de distorsion hein, dans l'économie politique, hein, c'est un concept qui revient souvent. Et moi, je pense que ce qui est essentiel ici, c'est de comprendre que finalement, cette expansion des marchés, cette finalement interdépendance qui a été mise en place au cours des 20 et même je dirais 30 dernières années, ça a été surtout le fait de ces choix politiques. Hein. Je pense qu'il n'y avait rien d'irréversible, ces transformations n'avaient rien d'un fatum duquel on ne pourrait pas s'extraire. En fait, je pense que ces transformations étaient essentiellement des choix qui ont été faits par des gouvernements qui, pour des raisons ou d'autres raisons, en fait, cela a accommodé justement de se désengager une présence. Ça a été bien sûr précipité par des crises internationales, ça a été précipité par justement des chocs extérieurs, des chocs exogènes qui un peu ont indiqué notre dépendance à des énergies, des ressources en fait que nous on considérait comme facilement accessibles, mais qui le sont devenus de moins en moins, hein, et qui déjà un peu annonçaient ce retournement justement des relations de dépendance à l'échelle internationale. Mais ça a été aussi souvent, et je le souligne, le résultat de choix de politique intérieure, en fait, de politique nationale, destinée à obtenir des résultats au niveau national. Hein. Bon, alors ça, je voudrais partir sur cette base de départ. Alors, dans quel contexte s'insère cette mondialisation donc dans celui-là. Et la mondialisation, si l'on veut, la mondialisation est quelque chose de... Bon, en français, on dit mondialisation. Je vous dis ça parce que vous lirez souvent des papiers en anglais. En anglais, on préfère le mot globalization, en fait. Et globalization, le problème, c'est que souvent, a une coloration très économique. Vous voyez, le gros problème de globalization par rapport à mondialisation, c'est que, bon, une fois n'est pas coutume, nous avons réfléchi un petit peu plus loin sur ces questions et nous avons décidé justement ici, à notre modeste échelle, d'intégrer des variables plus politiques, hein, et des dynamiques entre les États eux-mêmes qui souvent étaient un peu, on va dire, écartées lorsqu'on réfléchissait à la question de la globalisation dans le monde anglo-saxon.
Et cela n'a rien d'étonnant parce que souvent, en fait, dans ces ouvrages de politique économique internationale, de relations internationales, l'État a une tendance à s'effacer, voire disparaître. On parle souvent de l'État comme une arène, c'est-à-dire que ça serait un espace vide, un peu ici comme cette table, où les forces vives de la nation, groupes d'intérêts, compagnies multinationales, transnationales, s'affronteraient et arriveraient à des résultats. Un peu l'État comme un spectateur qui ne ferait rien. Bon, je pense que vous me direz votre sentiment par rapport à ces approches à la fin de la séance, mais je pense que d'emblée, vous avez déjà une intuition comme quoi, bon, est-ce nécessairement vrai? Est-ce qu'on peut faire confiance à une telle vision des choses? Donc, la mondialisation, en tout état de choses, désigne et part d'une base très économique néanmoins, et qui est justement cette multiplication et cette plus grande diffusion justement de ces flux, marchandises, tourisme, services, travailleurs, capitaux, et qui devient justement cette nouvelle forme d'organisation de l'économie mondiale. Cette mondialisation, en fait, a été néanmoins, et c'est pour ça que je reviens au mot mondialisation, a été néanmoins le résultat d'une initiative publique. C'est-à-dire ce sont les États qui ont fait cette mondialisation. Ce sont les États qui ont ouvert les frontières à ces acteurs économiques transnationaux, en fait. Et les exemples auxquels je peux vous référencer, mais bon, que vous connaissez aussi, parce que j'imagine que c'est toujours dans le programme de terminale, c'est justement les NPI asiatiques, tout ce qui s'appelle le Asian Compact, en fait, c'est cette constitution de chaînes productives régionales qui sont devenues globales par la suite, dans lequel le Japon s'est un peu aventuré dans les années 60-70, et qui, par la suite, a été élargi à l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, jusqu'au point où aujourd'hui, même des pays très pauvres de l'Asie, je pense au Cambodge, sont devenus une partie en rouage, justement, de ces chaînes productives. Probablement, si vous regardez chez vous ce soir en rentrant, et vous regardez l'étiquette de votre t-shirt, il y a des fortes chances qui viennent du Cambodge. Vous voyez, les t-shirts ne viennent plus de Chine. Ça, c'est une transformation quand même assez intéressante. Donc voilà, mais en tout cas, c'est cette circulation initiale, cette dynamique économique d'abord, justement, épaulée par cette série de décisions politiques qui ont permis à la mondialisation de se mettre en place et d'avancer très vite. C'est-à-dire que ça a été un peu comme un effet boule de neige. On décloisonne au début et au fait, de ce décloisonnement, inévitablement, il y a des dynamiques qui se mettent en place et qui, après, sont effectivement assez difficiles à arrêter, en fait. Et je pense qu'il y a un peu un phénomène que moi je qualifierais d'effet Frankenstein. Vous voyez, bon, il y a le château, il y a la bête qui est attachée à la prise électrique, et puis il y a un peu les gens qui sont à l'entrée du château, en fait, avec les torches et les fourches. Vous voyez un peu, il y a un côté jacquerie d'une autre époque. Bon, et ce qui est intéressant, c'est que bon, une fois qu'on a ouvert les portes du château, une fois qu'on ouvre ces vannes, inévitablement, en fait, il y a des dynamiques qui se mettent en place qui après sont difficilement réversibles, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous donnez un certain pouvoir à des acteurs économiques, à des acteurs qui ont cette capacité justement de pouvoir construire des allégeances au-delà des frontières et même articuler des stratégies au niveau mondial, bon, c'est évident que nous, au niveau de nos États, nous n'avons pas cette capacité de coordination. Regardez l'Union européenne, aujourd'hui, en fait, on a du mal à offrir une solution à peu près viable à une crise financière qui finalement n'a rien de si exceptionnel. Somme toute, cette crise, aussi terrible qu'elle soit, c'est quelque chose que nous avons vu déjà arriver dans des pays africains, en Amérique latine dans les années 80, donc ça n'a rien de nouveau, et pourtant nous avons énormément de mal. Donc ces dynamiques économiques, donc une fois mises en place, forcément, rendent justement la réversibilité de la chose. Il y a tout un domaine de la sociologie qui réfléchit à ces questions, c'est la irréversibilité justement du savoir technique, de l'expertise. Et je pense que c'est important de réfléchir dans ces termes, parce qu'aujourd'hui, dans la doctrine économique, vous avez énormément de débats sur justement des choses, des vaches sacrées qu'on ne peut plus toucher, en fait, des choses qui sont acquises. Vous voyez, en fait, il n'y a rien qui est acquis. Tout peut être remis à plat, tout peut être rediscuté. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous étudiez les politiques publiques, par exemple, il y a plein de domaines, par exemple l'enfouissement des déchets nucléaires en France. Jusqu'aux années 80, il y a des très bonnes études qui ont été faites là-dessus. Jusqu'aux années 80, il y avait un consensus comme quoi c'était ce qu'il fallait faire. Et c'était des choses dans lesquelles on ne revenait plus. Jusqu'au moment où une commission parlementaire a décidé de s'y pencher et il s'est dit tiens, après tout, c'est pas si bien ce que vous êtes en train de faire. Et tout cela a été remis à plat 10 ans après. Donc vous voyez, il n'y a rien qui soit définitivement irréversible. Ce qui s'applique pour les déchets nucléaires en France peut s'appliquer pour des décisions économiques par le passé.
Mais il ne faut pas rentrer dans ce prédicament, et je pense que c'est très bien qu'on ait l'occasion de se rencontrer, c'est important de le dire, en fait, ne prenez rien de ce qui vous est dit comme quelque chose d'irréversible, d'intouchable, surtout pas discutable. Tout peut être discuté, tout peut être mis à part. Donc, quel est le problème de cette mondialisation? D'emblée, je pointe la couleur, c'est bien entendu cette dimension inégale. C'est-à-dire que, en accord avec cette doctrine, en fait, la libéralisation des économies, qui était liée à ces choix politiques que j'ai déjà évoqués, était surtout faite sur la notion que, éventuellement, sur le long terme, à nouveau sur le long terme, ces territoires seraient à un moment ramenés proches les uns des autres, cette homogénéisation au niveau international, et que du fait de cette distribution du travail, de l'intégration de ces chaînes productives, nous parviendrions, mais à nouveau toujours cela c'est le conditionnel bien entendu, nous parviendrions à éventuellement créer les mêmes conditions de croissance, en fait les mêmes standards sociaux, en fait, et les mêmes conditions en fait, de développement à l'échelle planétaire. Bon, je pense que si je vous posais la question maintenant, en fait, d'entre vous qui croient à cette dynamique, certains d'entre vous me diraient oui, d'autres me diraient non. Voir votre visage dans le fond de la classe, je pense que vous êtes plus nombreux à penser que non. Bon, je dirais que c'est l'un et l'autre, à vrai dire. Enfin, je vais me faire l'avocat du diable. En fait, vous avez effectivement un processus de mise à plat et quelque part de nivellation du monde. Bon, pour des choses, vous me direz, assez superflues, tout le monde utilise un iPad ou une copie d'iPad aujourd'hui à l'échelle planétaire. Bien sûr, pas tout le monde peut se le permettre. Mais bon, au moins, vous savez que l'iPad existe, ce qui est déjà une belle nouveauté par rapport à la situation qu'il y avait il y a 30 ans. On pourrait dire également que, bon, au niveau planétaire, à un moment, les salaires ont une tendance à se rapprocher les uns des autres. Je ne dirais pas dans le bon sens, mais plutôt dans un sens déclinant, en fait. Mais cette nivellation est bel et bien en train de se faire. Maintenant, le problème que nous avons, néanmoins, c'est que cette mondialisation se fait d'une manière très inégale et néanmoins. Et le problème, c'est qu'elle crée des inégalités surtout là où elles n'existaient pas. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que vous n'avez pas une mondialisation qui résorbe les inégalités ou qui, du moins, les maintient, en fait, ce qui pourrait dire, bon, après tout, c'est un échec, c'est quelque chose qui, finalement, ne nous permet pas d'avancer, passons à autre chose. Mais cette mondialisation telle qu'elle s'est faite, en fait, sur cette libéralisation économique et du commerce, a surtout conduit à creuser des inégalités là où elles n'existaient pas. Alors, deuxième nota bene de cette analyse, vous pourrez me dire, oui, mais ces inégalités, finalement, c'est le résultat d'une nivellation, en fait, du niveau de vie en général. C'est-à-dire qu'il y a moins de pauvres, de l'extrême pauvreté. Peut-être, je dirais peut-être même que oui. Mais le problème se trouve que néanmoins, on se contente avec un niveau de pauvreté quand même assez élevé, et à partir de là, peu de choses bougent vers le haut. Et le problème, c'est finalement que ces questions qui peuvent vous apparaître dans cette présentation, qui est plutôt censée être une présentation du système international, de la gouvernance mondiale, des questions de politique intérieure ou des questions sociales ponctuelles au niveau des pays, ces questions-là ont commencé à se transnationaliser aussi, c'est-à-dire que ces questions dépassent le cadre des frontières qu'elles sont censées justement aborder, et aujourd'hui commencent à fédérer ces questions et à un niveau qui demande justement une réponse globale. Donc ça c'est une très importante tendance, une tendance lourde justement de ce que je suis en train de dire. Et bien entendu, cela soulève également la question de la capacité qu'ont des questions comme ça au niveau national de créer une déstabilisation du système à l'échelle globale. C'est-à-dire que je pense qu'on assiste, ce qui est très intéressant, c'est à une dynamique qui est en constitution, c'est-à-dire que c'est quelque chose que nous verrons aboutir d'ici 10-15 ans, mais dans lesquelles des crises portant sur ces questions de l'inégalité, inégalité des territoires, là vous allez voir tout de suite, surtout dans la deuxième partie, en fait, la question des territoires, le mauvais développement ou le mal développement, ou les zones grises de la mondialisation, en fait, ces aires finalement, bon, pas essentielles pour les intérêts justement de ces flux économiques qui traversent les frontières. Ce qui est intéressant, c'est que ces questions peuvent prendre une dimension globale et assez rapidement être élargies justement peuvent être élargies justement à des territoires au-delà des frontières telles que nous les connaissons. Donc très rapidement, j'aurais envie de ne pas trop vous montrer justement ces questions sur les espaces majeurs de la mondialisation. Simplement, je vais mentionner le fait que dans plusieurs ouvrages de relations internationales, vous allez lire justement cette notion de la triade, développement en triade, c'est-à-dire que vous avez
justement ces territoires qui sont l'Amérique du Nord, l'Union européenne. Bon, et Japan-Asie, alors là j'ai une tendance, j'ai moi-même concocté ce terme, ne prenez pas peur si c'est la première fois que vous le voyez, c'est simplement parce que on assiste de nos jours à une pléthore justement de termes sur Japan-ASEAN, China, voilà, donc le problème c'est que ça bouge très vite, quel ordre régional vous prenez. En tout cas, c'est un pôle asiatique, laissons ça comme ça en fait, qui sert justement de contrepoids à ces très importants marchés occidentaux justement qui ont fait la prospérité de la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, pour aller très rapidement, en fait, ce sont ces pôles justement qui encore concentrent les activités de commandement, innovation. En fait, la plupart des sièges sociaux des compagnies multinationales, aux firmes transnationales, les flux mondiaux, en fait, de toute nature, mais alors là, ça aussi, c'est un ordre de grandeur que bon, vous n'êtes pas obligé de décrire, parce que bon, après, ça dépend quel type de flux, au niveau de population, tourisme, services, bon, ça c'est très complexe. Les villes mondiales, mais alors là, ça aussi, c'est en train de changer, donc ça, je dois passer très vite, les places boursières et le mainstream culturel mondial. Bon, après, vous me direz, l'American Way of Life. Si vous allez en Asie, des fois, ça sera le Japanese way of life, parce qu'on a une tendance à japaniser la mode où que vous alliez. Si vous allez en Thaïlande, Cambodge ou en Chine, là, on s'habille tous pareil avec un... voilà, donc il y a une tendance à une diffusion culturelle assez importante, J-pop, K-pop. Bon, nous avons nos modèles aussi qui se diffusent à grande vitesse. À côté de ça, pour aller vite et pour avoir resté dans les temps qui m'ont été impartis, vous avez également les pays émergents. Et là, bien entendu, le problème se pose dans la dénomination et l'étiquette qui va avec ça. Parce que le labeling, si l'on veut. Parce que souvent, vous lirez dans la presse les BRICS. Enfin, cela ne vous aura pas échappé si vous lisez la presse dernièrement qu'on a laissé tomber le S. On dit plus souvent les BRICS maintenant. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud, qui n'aurait pas tenu ses promesses, bon, lesquelles je me demande, parce qu'il n'y a pas de promesses qui ont été faites. Mais bon, c'est les promesses que je pense que Jim O'Neill s'est fait dans sa tête lorsqu'il a élaboré ce terme. Et c'est intéressant parce que, bon, il y a beaucoup de spéculations sur ces géants émergents aujourd'hui. Certains appellent à laisser tomber la Russie parce que finalement, elle ne serait pas très intéressante. On en parle des BIC maintenant, un peu comme les stylos, donc bon, c'est drôle. L'Inde aussi, peut-être la remplacer par l'Indonésie. Bon, vous voyez, je pense qu'il ne faut pas trop s'attarder sur ces labellings, en fait, ça ne porte pas à conséquence. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils représentent néanmoins des centres d'impulsion de la mondialisation parce qu'ils la répliquent. Ce qui est intéressant de ces pays émergents, c'est qu'ils répliquent cette dynamique qui a été commencée dans les années 80 et 90 avec quelques décennies de retard. Et par ce même mécanisme, justement, elles entretiennent la diffusion et retardent quelque part la mise en cause du système d'accumulation mondiale et aussi du système de gouvernance mondiale. Par cette ambiguïté que j'avais mentionnée au début. Initialement, vous vous souvenez, cette idée, il y a des émergents qui veulent appartenir, mais qui ne sont pas certains de vouloir appartenir, qui mettent en place des réunions, des associations d'hybriques, mais qui pourtant se verraient bien les abandonner si une place leur était faite. Donc vous voyez, il y a cette ambiguïté, cette valse constante qui brouille les pistes, mais qui pourtant conduit à affirmer des choses qui sont bien réelles, c'est-à-dire une croissance économique forte, et ces pays tirent la croissance, bien que cette croissance commence à décroître dans certains d'entre eux, et assez sévèrement. Je pense notamment au cas du Brésil, mais aussi l'Inde, qui fait une très mauvaise année. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils révèlent justement ces questions liées au manque d'infrastructures, aux questions liées à justement des qualifications qui restent très en deçà de ce qu'il faudrait qu'elles soient pour pouvoir tirer la croissance encore davantage. Et à côté de ça, ces pays, bien sûr, répliquent cette vague de mondialisation et de libéralisation économique par des échanges et des investissements qui, désormais, ne transitent pas nécessairement justement des pays industrialisés vers le sud, si je peux employer ce mot encore, qui veut plus rien dire, mais qui justement tirent ces investissements entre pays émergents. Et par une espèce de phénomène de contournement, quelque part, des centres historiques de la production et de la croissance qui se trouvaient être en Occident. Donc ça, je pense que c'était très important, et je pense que le domaine où vous voyez cela le plus,
aujourd'hui se mettre en place, c'est dans le Pacifique. Et c'est pour ça qu'on parle tellement du bassin Pacifique, pas le film, hein, qui est très bien, et vous voyez des gros robots se taper dessus, hein, mais justement le bassin Pacifique comme un domaine qui s'affirme de plus en plus comme le lieu privilégié des échanges entre le pays du Sud et du Sud, Amérique du Sud, Asie du Sud-Est, et aussi Chine, dans une relation de dépendance très forte entre la Chine et l'Amérique latine, hein, qui se met en place. Alors, la dernière question des pays émergents qui est intéressante, bon, on va l'aborder assez rapidement, c'est la question du modèle culturel. Y a-t-il un modèle culturel lié aux émergents? Bon, ça reste bien sûr une question qui est importante parce que bon, peu de choses les réunissent en commun. Hein. Ce sont des pays qui ont des cultures politiques absolument différentes. Hein. Vous avez des démocraties, bon, on va dire, assez imparfaites, mais qui durent depuis plus de 70 ans. Vous avez des régimes qui sont devenus ouvertement autoritaires, hein, et des régimes autoritaires avec des petites colorations totalitaires, comme c'est le cas de la Chine, la Russie. Donc vous voyez, il y a des choses quand même qui restent très, très écartées les unes des autres, et surtout bon, des objectifs différents, hein, quant à la place de leur pays dans le monde, et des ambitions d'expansion d'influence territoriale, symbolique, parfaitement distinctes. Donc, dans cette question aussi de ces espaces, justement, où cette mondialisation se fait, je pense que c'est très important d'aborder une question qui nous avons récemment intégrée à Sciences Po, parce que nous avons créé un master qui s'appelle Governing the Large Metropolis. On gouvernait la grande métropole. Donc, vous voyez, ce n'est pas la grande métropole lilloise. L'idée, c'est porter sur les métropoles du Sud, essentiellement. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les mégalopoles historiques, justement, qui existaient en Occident. Ces mégalopoles, justement, qui se trouvaient justement aux États-Unis, en Europe et en partie en Asie, aujourd'hui commencent à s'élargir en fait ailleurs. Vous voyez en Asie du Sud-Est, ceci se mettre en place, et des métropoles qui également surgissent ici-là, qui pointent à une autre dimension de cette mondialisation, et qui est une dimension qui est territoriale, essentiellement territoriale, et moins bâtie sur des États-nations et des frontières nationales qui se brisent. Là, vous avez des territoires qui se recomposent, qui se réarticulent, et finalement, c'est peut-être le dernier avatar de cette intégration des chaînes productives, en fait, auquel je parlais avant. Vous voyez des territoires qui deviennent dépendants les uns des autres, et finalement, ça nous fait penser un peu, si vous prenez vraiment ces théories justement théories du système monde, en fait, je pense à Wallerstein et autres, en fait, vous voyez des récompositions productives qui finalement répliquent, émulent ceux qui avaient eu lieu par le passé, je pense aux villes libres italiennes, aux ligues hanséatiques, vous voyez des dynamiques qui se mettent en place comme ça, en fait. Donc c'est assez intéressant, une espèce de retour vers le passé qui néanmoins essaye de composer avec cette modernité, cette mondialisation que je vous mentionne. Donc, le problème de ces inégalités, néanmoins, c'est que, bon, vous en seriez douté, ces inégalités sont dépendantes de la réalité du monde dans lequel on vit. Donc, vous avez des territoires peu accessibles, hein, des enclavements qui ne réussissent pas à être désenclavés, mais bon, ça serait un peu dur de juger la mondialisation par son incapacité à intégrer des territoires ou des réalités difficilement intégrables. Mais surtout, c'est la question de quel type de développement on est en train de promouvoir. Et je pense que c'est ça une question essentielle, qui porte sur ces choix politiques dont je vous parlais en fait antérieurement, ces choix politiques qui ont été faits de décloisonner les marchés, de permettre que ces forces vives de la mondialisation rentrent, mais à côté de ça, avec très peu de supervision, une régulation très effacée des États, qui a dû être composée au fur et à mesure, et je pense essentiellement chez les émergents. C'est-à-dire que là où l'on voit c'est l'impact de ces transformations, c'est les émergents. Bien que vous me direz, en France, on assiste à des questions très importantes qui sont aussi essentielles pour nous, hein, sinon on n'aurait pas un ministre de la relance productive. Hein. Je pense que la raison pour laquelle on a créé un tel poste, c'est pas de gonfler encore plus le poids de l'État en fait, dans les finances publiques, mais je pense essentiellement c'est qu'il pointait à un problème essentiel qui était celui de la déindustrialisation en fait, des pays, on va dire, du Nord ou de l'Occident industrialisé. Mais le problème, c'est que bon, ces instabilités liées à l'ouverture des marchés ont essentiellement eu lieu dans ces pays émergents, je pense aux crises des années 80-90, et le problème, c'est que bon, ça a généré des dynamiques qui, encore à ce jour, sont en train d'être réajustées. Donc cela pose énormément de problèmes dans la mesure où ça aussi nous oblige de voir des questions liées au développement
que nous avions préféré pas d'oublier, mais bon, de mettre un peu en retrait, et qui surgissent avec une énorme violence aux yeux des responsables politiques des émergents aujourd'hui. Et c'est des questions classiques en fait, de l'économie de développement, comme par exemple la dépendance des ressources naturelles, hein, ce qu'on appelle la maladie néerlandaise ou hollandaise en fait, et qui est, par exemple, ça, c'est un exemple du risque dans lequel beaucoup d'émergents peuvent tomber, en fait, ces dangers, en fait, ces pièges. Ah, le meilleur exemple que je puisse vous mentionner, c'est l'exemple de l'intégration commerciale entre le Brésil et la Chine. Vous voyez aujourd'hui, le Brésil qui était un pays avec une petite à moyenne industrie, en fait, mais bon, c'était quand même le 3e avionneur au monde, hein, après Airbus et Boeing. Hein, c'est la compagnie Embraer qui était très importante, et dans laquelle peut-être si vous prenez un vol ici à l'intérieur de France, vous volerez un avion Embraer brésilien avec du cuir de vache brésilien, donc vous voyez, c'est tout un luxe. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement ce pays qui a toujours, bien entendu, une industrie automobile très importante, commence à se primariser, en fait, à se déindustrialiser, suite à son intégration avec la Chine dans des flux commerciaux dans lequel le Brésil devient le grenier du monde. D'ailleurs, hier soir, si vous avez vu les informations sur France 2, vous avez vu, il y a un beau sujet sur le Brésil grenier du monde. Vous pouvez le télécharger sur Internet, il était relativement bien fait. Hein. Mais c'est intéressant parce que vous voyez comment cette course aux ressources naturelles de la Chine, et qui témoigne de cette asymétrie de la Chine par rapport aux autres émergents, est en train de primariser ces pays du Sud, et ces risques de reprimarisation, en fait, par cet essor des ressources naturelles et de ce super cycle des matières premières, peut créer. Donc vous voyez, cela est lié aussi à cette intégration commerciale sans beaucoup de freins, et des fois, il faut le dire, en fait, avec un manque de maturation et de réflexion. En fait. Donc après, bien sûr, vous avez les zones grises de la mondialisation, en fait, que je pense sont essentielles parce que vous référez à des choses finalement qui restent quand même assez complexes, liées à des résistances locales. Hein, vous me direz, le meilleur exemple, c'est la Corée du Nord, hein, ou encore la Moldavie, hein, un exemple qui nous est beaucoup plus proche et pourtant tout aussi similaire. Hein, et aussi des mouvements populaires qui répliquant ces inégalités et justement les soulignant avec beaucoup de force, contestent l'ordre établi et peuvent même en venir à justement extraire des pays de cette dynamique d'intégration mondiale. Je pense qu'il y a plusieurs exemples. Si vous voulez un exemple assez haut en couleur, et pas uniquement parce qu'il se trouve très élevé sur le niveau de la mer, c'est le cas de la Bolivie, hein, au début des années 2000, hein, dans lequel justement un gros mouvement de contestation populaire a remis en cause complètement les politiques de libéralisation des marchés et qui a instauré voilà, une autre alternative économique. Hein, après, qu'on apprécie, qu'on approuve ou pas cette stratégie économique, je pense que ce n'est pas notre rôle, mais ou qu'on la trouve plus efficace que l'autre, ça aussi, ça reste à être débattu. Mais le fait est que, justement, ces contestations ont cette capacité à extraire, justement, ces pays de l'ordre établi. Mais à côté de ça aussi, ça peut conduire à des foyers hors du contrôle des États-nations, et je pense notamment au cartel de la drogue, hein, qui bâtissent sur ces inégalités territoriales, ces inégalités sociales, hein, le terrorisme international, hein, pour peu qu'on veuille rentrer dans ce domaine d'analyse. Mais je pense que c'est essentiel de comprendre aussi quelles sont les causes. Je veux dire, ces choses n'émergent pas du jour au lendemain, elles n'apparaissent pas au milieu du néant. Il y a des véritables variables qui sont à interpréter sous ces phénomènes. Mais bon, tout cela étant, ce qui est intéressant, c'est que ce flux, justement, et la cohabitation de ces flux rapides qui circulent au niveau mondial et ces zones grises et résistances et territoires inégalement intégrés conduisent inévitablement aussi à la multiplication d'autres flux, hein, dont je mentionnais il y a 2 secondes quelques-uns d'entre eux, justement les cartels, la criminalité, terrorisme, mais aussi des choses plus banales, je dirais, et plus inoffensives. Hein, bon, inoffensives, si vous lisez les sondages qui sont sortis ce matin dans les médias, vous verrez que bon, ça n'a rien d'inoffensif, 34% de l'électorat de la population française trouve les idées du Front National pas complètement horribles. Donc vous voyez que la question de l'immigration est devenue une question majeure au niveau mondial. Et le problème, c'est que chaque pays apporte une réponse différente. Il n'y a pas une réponse coordonnée de ce phénomène. Et la question de l'immigration commence à toucher aujourd'hui véritablement tous les territoires.
C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à il y a 20-30 ans, nous étions dans une dynamique dans laquelle les immigrations étaient, le phénomène d'émigration et d'immigration ensuite se faisait éminemment du sud vers le nord. Aujourd'hui, c'est du sud vers le nord, du nord vers le sud. Meilleur exemple que nous avons dans le cas européen, c'est l'émigration en masse des Espagnols et des Portugais en Amérique latine au cours des 5 dernières années. Mais aussi se fait entre pays du Sud. Donc, nous avions par des flux de travailleurs qui justement circulent entre puissances émergentes. Donc vous avez les Indiens qui vont travailler dans le Golfe Persique. Là, si vous allez à Dubaï un jour et vous faites une halte, vous verrez en fait deux catégories de population, en fait les travailleurs philippins et indiens, et après les Émiratis qui eux vivent très bien. Donc je pense que le meilleur endroit où l'on voit ces zones grises ou inégalités visibles, en fait, c'est le Golfe. Rien que pour ça, il faudrait que vous y alliez un jour. Donc voilà, très important.